Salut, c'est Pauline de Lina. Vous êtes prêts ? On remonte le temps, en douceur, c'est promis. Bienvenue dans Madeleine, la plateforme de streaming où l'on appuie sur pause. Films, documentaires, pièces de théâtre, confidences sur le divan et des séries bien sûr, qui franchement n'ont pas pris une ride. Parker Lewis, le roi du cool et des chemises improbables. Drôle de dame, version 70s, elles étaient trois, elles étaient belles, mais surtout très intelligentes. Je vous ai dit qu'on riait ? Le Père Noël est une ordure, une façon de réviser vos classiques, en famille bien sûr. Madeleine, c'est aussi des pièces de la comédie française. Je vous en souffle une, La Reine des Neiges, l'histoire oubliée. Côté patrimoine restauré, beaucoup de raretés qui brillent comme jamais. I Love Quincy Jones, un documentaire de 1981, jamais diffusé en intégralité. Le célèbre producteur de musique est entouré de Michael Jackson, Stevie Wonder, Ray Charles et Sidney Poitier. Tout ça pour 2,99€ par mois, sans engagement sur tous vos écrans. Alors, vous venez ? À très vite sur madeleine.ina.fr. Ina Podcast vous propose La légende des chevaliers de la table ronde, autrement intitulé Le grand livre des aventures de Bretagne, une fiction de 33 épisodes de Romain Weingarten, réalisé par Georges Godbert. L'épisode du Chevalier de la Charrette constitue l'un des principaux récits de la légende arthurienne. Chrétien de Troyes lui consacre son 3e roman dans lequel apparaît pour la première fois le personnage de Lancelot du Lac. Mais le jeune homme n'est nommé ainsi que très tardivement dans le récit par la reine Guenièvre, et ce détail a son importance. Il est le plus souvent désigné par les termes de chevalier ou de chevalier de la charrette. Pourquoi donc tant de mystères et pourquoi une charrette ? Il faut savoir qu'en ce temps-là, c'est en charrette qu'on mène les condamnés au supplice, de leur geôle jusqu'au lieu de leur exécution. Son usage infamant lui vaut l'appellation de charrette d'infamie. Les charrettes servaient alors à quoi servent les piloris, nous dit Chrétien de Troyes, que nous citons dans la traduction de Jean-Pierre Fouché. Et en chaque bonne ville où il en est plus de 3000, n'en était qu'une en ce temps-là qui était à tous commune, comme aujourd'hui les piloris, pour ceux qui ont commis meurtre et trahison, pour ceux qui sont tombés en duel de jugement, pour les larrons et les bandits de grand chemin. Qui était pris sur le fait était alors mis sur la charrette, mené par toutes les rues puis déclaré hors la loi, ne pouvant plus être oui en justice, non plus honoré, ni fêté. Pour un chevalier, s'asseoir dans une charrette, c'est perdre son honneur et sa dignité. Mais pour sauver sa reine, Lancelot est prêt à tout. Il accepte de subir la honte publique, ce qui est à la fois une marque de courage et un gage d'amour. Cette charrette est, par ailleurs, conduite par un nain difforme et ricanant. Si les nains sont très présents dans la littérature médiévale, il en existe de toutes sortes. Maléfiques, protecteurs, subordonnés à leur maître ou sans caractère spécifique. Celui que l'on retrouve chez Chrétien de Troyes, malgré son caractère effrayant, est auréolé d'un certain mystère. Surgissant de nulle part avec sa charrette, il semble relever du surnaturel. Dans la légende arthurienne, nains et géants sont aussi assimilés à des êtres féeriques. Ces personnages se manifestent le plus souvent lorsque le chevalier s'est éloigné de la cour, comme si les forêts et les landes situées au-delà du royaume de Bretagne étaient des régions non civilisées appartenant à un autre monde. Mais retrouvons sans plus attendre Lancelot et son cousin Lionel et embarquons avec eux pour la Bretagne. Le grand livre des aventures de Bretagne ou le livre de Maître Blaise. Série d'émissions de Romain Weingarten, d'après la légende des chevaliers de la table ronde. Musique originale de Georges Delerue. Équipe de réalisation, Didier Gervais, Claude Courteau, Monique Vignier, Maryvonne Noël et Georges Godbert. Avec, dans les rôles principaux,
Pierre Vanek, le roi Arthur, Évelyne Dandry, la reine Guenièvre, Catherine Salvia de la Comédie Française Morgane, Françoise Bette Viviane, Gérard Giroudon Merlin et Bernard Giraudot Lancelot du Lac. Aujourd'hui, 16e émission, Le Chevalier à la Charrette. Peu de temps après que la reine Guenièvre eut quitté les îles lointaines pour rejoindre le roi Arthur, Lancelot s'embarqua à son tour. Il emmenait avec lui son cousin Lionel. Autant Lancelot était dolent à l'idée que sans doute il ne reverrait jamais la reine, autant Lionel était joyeux de s'en aller à l'aventure avec celui qui, assurément, était le meilleur chevalier de son temps. Ils arrivaient en vue des côtes de Bretagne lorsque la tempête se leva, les emporta loin du port de Galore où ils devaient débarquer et jeta le navire à la côte. Par chance, il s'échoua dans les sables et les naufragés parvinrent à gagner la rive. Elle était inhabitée. Et tandis que ses compagnons se séchaient et reprenaient des forces au couvert d'un bois, Lancelot partit en reconnaissance. Il marcha longtemps, sans rien trouver. Déjà la nuit venait. Il allait retourner sur ses pas, lorsqu'il vit la silhouette d'un château qui se dressait à l'horizon. Et il continua sa marche. Comme il arrive à la poterne, des valets viennent à sa rencontre. Que vous est-il arrivé? Nous avons fait naufrage sur la côte, là-bas. Je viens chercher du secours. Sire, suivez-nous. Non, je dois d'abord aller chercher mes compagnons. Sire, ne craignez pas. Ils ne manqueront de rien. Non, Entrez, entrez. Si, venez. Voulez-vous? Merci. Ils amènent Lancelot au château où les servantes le dévêtent, le baignent, le frictionnent et loignent d'un baume parfumé. Sa fatigue s'envole. On lui apporte des habits neufs, un riche manteau de brocart, et il se sent frais et dispos, comme il n'a pas été depuis longtemps. Sire, le roi vous mande de bien vouloir partager son repas. Le roi? Vous êtes le bienvenu au château de Pélès, le riche roi pêcheur. Venez. Bien. Alors le valet emmène Lancelot dans la salle où déjà le roi est assis avec ses chevaliers. À son entrée, tous se lèvent pour lui faire honneur, sauf le roi. Sire, pardonnez-moi si je ne me lève pas pour vous accueillir. Je ne puis. Sire, c'est beaucoup d'honneur pour un pauvre naufragé. La tempête s'est apaisée. Par les fenêtres, le soleil couchant inonde la salle et fait briller l'or, le blanc et le vermeil des tuniques des chevaliers. Nous nous réjouissons d'avoir à notre table la fleur de la chevalerie. Lancelot du Lac, daignez prendre place. Mais sire, comment savez-vous qui je suis? Sire, je vous attendais. Prenez place, ici. Merci. Lancelot n'ose poser d'autres questions. Il va s'asseoir à la place que le roi lui désigne. Le soleil est couché. Debout, chevalier. Dieu très haut, de qui nous tenons notre couronne,
non pour la vaine gloire du monde, mais pour la manifestation de tes mystères, daigne bénir tes serviteurs. Alors une colombe, par la fenêtre, entre dans la salle. Elle vole une fois autour de la table et ressort. Une odeur suave se répand. Une jeune fille entre, dont la beauté eût plongé en extase tout autre que Lancelot. À la main, elle porte une coupe d'émeraude, et derrière elle se tient un écuyer portant une lance. Elle s'approche de la table, elle y pose la coupe. Le valet s'approche à son tour, il abaisse la lance vers la coupe. À la pointe de la lance tremble une goutte de sang. Elle se détache, tombe dans la coupe. Aussitôt une grande lumière se fait qui efface toute image. Lorsque la lumière s'en va, la nuit déjà est tombée. Des torches sont allumées aux quatre coins de la salle. Le repas est servi. Les viandes fument sur la table et le vin brille dans les coupes. Mais la jeune fille, l'écuyer, la coupe d'émeraude et la lance ont disparu. Chevalier, le repas est servi. Monseigneur Lancelot, je bois à votre bonheur dans tous les mondes. Sire, merci. Lancelot boit, puis il s'assied. Et s'il mange, si on lui parle, s'il répond, en vérité il ne le sait pas tant il est tombé en une profonde rêverie. Il ne sait pas non plus comment il se retrouve sur un lit dans une chambre du château et quelle est celle qui entre et s'approche de lui. Il s'imagine qu'il est encore aux îles lointaines et que c'est la reine Guenièvre qui, comme à l'accoutumée, vient le rejoindre. Ami, où étiez-vous? Je vous attendais. Je rêvais que vous étiez parti, que j'étais pris dans une tempête affreuse. Oh, comme c'est bon de vous avoir près de moi. Oh, comme c'est bon. Il la reçoit avec bonheur et lui prodigue toutes les marques de son amour, cela va sans dire. Mais au matin, il s'étonne lorsqu'il s'éveille de se retrouver seul dans la lande déserte, le château ayant disparu. Et peu à peu, le souvenir lui revient. Et où est le rêve? Où est la réalité? Plus étonné encore serait-il s'il savait qu'il a pris pour la reine la jeune fille à la coupe d'émeraude et que de cette nuit, un enfant est conçu. Il se lève, prend ses armes, monte à cheval et revient au rivage. Lancelot! Lancelot! Lionel! Vous aussi avez trouvé des armes? Des chevaux? Cela vous étonne-t-il? Ils nous furent envoyés de votre part, avec des vivres en abondance, des vêtements neufs, et cette tente que vous voyez. Comment fut la nuit au château? Oh, bonne. Aussi bonne qu'il est possible dans un château qui n'existe pas. Que voulez-vous dire? Beau cousin, nous sommes au pays des enchantements. Il lui raconte son arrivée au château, le repas merveilleux, puis son réveil sur la lande. De la nuit passée avec la reine, toutefois, il ne dit rien. Lancelot, qui est ce roi Pélès? Quel est ce château? Quelle est cette coupe qui prodigue tant de merveilles? Je ne sais.
Sur le moment, je ne m'étonnais de rien. Ah, sire, il n'est rien que je désire autant que d'être reçu à mon tour à ce château. Il faut le retrouver. S'il ne vient à nous, Lionel, comment irons-nous à lui? Allons. S'étant mis en route, les compagnons s'enfoncèrent dans les terres. Écoutez. Écoutez. Chevalier, au secours! Au secours! Qui? Sire, qui êtes-vous? Je suis Lancelot. Voici Lionel. Oh, c'est le ciel qui vous envoie. À boire par pitié. Doucement. Ah, sire, plût à Dieu que je fusse mort sur le coup, car j'ai perdu mon honneur. Que vous est-il arrivé? Et dites, sire, la reine. Ils ont enlevé la reine. La reine? Quand cela? Où sont-ils? Je ne sais. Voici 2 jours que je gis sous cet arbre. Mais dites! Nous avons été retardés quelques jours à Galore par le mauvais temps. Enfin, nous nous étions mis en route. Au soir, nous avons été surpris par le brouillard. Il était si épais que je ne voyais même plus mon cheval, même plus ma propre main. Nous avons fait halte, et tout à coup, nous avons entendu le galop d'une troupe qui fonçait sur nous. En un instant, ça a été la panique, les coups pleuvaient de tous côtés. Nous ne voyions rien, nos chevaux s'emballaient. Dans le tumulte, j'entendis la reine qui criait « À moi! À moi !» Je réussis à la poursuivre, me guidant sur ses cris, et j'allais la rattraper quand je reçus ce coup terrible. Bien, madame, réveillez-vous. Oh, Morgane! Oui, Morgane, cette fois je vous tiens. Je vous tiens. Vous êtes ma prisonnière. Bienvenue au pays de Gore. Avez-vous bien dormi, reine? J'aurais plaisir à vous tuer sur le champ, mais je ne le ferai pas. Puisque vous êtes la reine, vous allez les retrouver, vos Bretons. Vous régnerez sur eux, et vous mourrez très lentement. Morgane fit amener la reine dans une île où elle tenait captifs les Bretons qu'elle avait fait enlever au pays de l'Ogre. L'île était placée au milieu de chutes d'eau si sauvages, entourée de gorges si escarpées et si profondes qu'il eût été vain d'espérer s'en échapper. Il n'y avait pas de pont, hormis un que Morgane avait fait faire d'une seule arche d'acier en forme d'épée, au tranchant effilé comme un rasoir. Déjà plus d'un Breton qui, par désespoir, avait tenté de s'y tenir, avait chu dans le torrent. Lorsqu'ils virent arriver la reine que Morgane, pour se moquer, avait fait habiller d'habits somptueux, ils pleurèrent de douleur et de désespoir tout ce qui leur restait de larmes. Cependant, Lancelot et Gauvin, ayant laissé Lionel auprès de Quai,
s'était mis en quête. Personne ne sait, personne n'a vu. Nous cheminons en vain. S'il en est qui savent, ils ne diront rien, ils ont trop peur. Sire Gauvin, je pense qu'il y a là-dessous un nouveau tour de Morgane. Sire, depuis sa défaite de la Joyeuse Garde, elle se terre au pays de Gore. Je ne comprends pas que le roi n'ait pas détruit ce repère de brigands. Il a eu bien d'autres soucis que la guerre. C'est une charrette! Regardez! Je n'ai jamais vu une charrette qui court si vite. Attention! Eh bien, chevalier Failly, vous n'avez jamais vu une charrette? C'était un nain difforme qui, juché sur le timon, les dévisageait en ricanant. Montez. Je vous emmène. Montez. Montez dans ma charrette. Toi! Ouais, regarde ton sabre, chevalier ridicule. Et parle-moi poliment. Hein? Sinon, je ne te dirai jamais où est la reine. Tu sais? Comment sais-tu? Je sais tout. Tu n'es qu'un idiot. Que sais-tu de la reine? Montez dans ma charrette et vous saurez. Lancelot, regarde! Monte. Ah, Dieu ne plaise que je monte dans ta charrette. Il faut savoir qu'en ce temps-là, c'est en charrette qu'on menait au supplice les condamnés. Et Monseigneur Gauvin, qui avait de l'amour-propre, ne se fût jamais montré dans un tel équipage. Mais Lancelot s'avance. Allez, monte. Jette ton épée. Lancelot, arrête. Monte pour ta honte. Monte pour ta mort. Monte dans la charrette des condamnés. Monte. Poltron. Alors Lancelot monte dans la charrette. Lancelot! Descends! À peine est-il monté que le cheval part au galop, faisant feu des quatre fers. Et la charrette disparaît plus vite encore qu'elle n'est venue, dans un nuage de poussière. Gauvin, stupéfait, ramasse l'épée que Lancelot a jetée. Il ne doute pas qu'il l'ait vue pour la dernière fois. Et la charrette roule. À la traversée des villages, le nain ralentit. Te repentiras, maudit, d'être monté dans ma charrette. Tout le jour, la charrette roule toujours plus vite, toujours plus vite. Et voici que la nuit se fait d'un coup, comme si dans sa course, elle eût laissé le soleil loin derrière elle. Hey, plus vite. Plus vite. Plus vite. Toute la nuit, il court, il vole, il chevauche le chaos. Et soudain, comme il est parti, le jour se fait. La charrette s'arrête dans un pré. Tu vas me faire mourir de rire. Voilà. Es-tu mort? Descends. On est arrivé. Où? Où? Oh. Il demande où? On est arrivé à où? Descends. Ah, Sire Nain, vous ne m'avez pas dit ce que vous savez de la reine. Mais tu ne m'as pas dit ce que tu penses de mon carrosse. Oh, Sire Nain, votre cheval, votre carrosse et vous faites le meilleur attelage du monde. Ah, tu me flattes. tu me flattes. Mais ne crois pas que tu vas pouvoir me payer avec des mots. Si le voyage t'a plu, il faut payer maintenant. Tu ne m'as pas dit ce que tu sais de la reine.
Quelle reine, hein? Tu es fou. Qui te parle de reine? Ah, s'il y en a un, vous commencez à m'échauffer les oreilles. Mais Lancelot, qui a vécu sous le lac, sait comment il faut traiter les petites créatures. Il a saisi le nain par les deux oreilles. Il le soulève dans les airs. C'est là-bas, au bout du champ. Lâche-moi. Nous irons ensemble. Lancelot saute de la charrette. Aïe, mais j'ai mal. Ne me prends pas comme ça. Ça fait mal. Lancelot ne lâche pas, et toujours tenant à bout de bras le nain qui s'agite ridiculement, il l'emmène au bout du champ. Tais-toi. Lâche-moi. Lâche-moi. Ils arrivèrent sur le rebord d'une haute falaise verticale, lisse comme verre, au bas de laquelle bouillonne parmi les rochers un flot tumultueux. Lâche-moi. Ne me lâche pas. Ne me lâche pas. Le nain se voit suspendu au-dessus du gouffre. Tu ne ris plus, hein? Non, ne me lâche pas. Non. Allez, parle. Je te dirai tout. Me lâche pas. Écoute, tu vois l'île en face, c'est là qu'est la reine. Là, avec les Bretons que Madame Morgane a fait enlever. Et si tu ne les délivres, ils seront bientôt morts de faim et de soif. S'ils ne le sont déjà, je t'en prie, remets-moi sur terre. Lancelot a pitié du gnome. Il l'ôte d'au-dessus le grand vide, mais il ne le lâche pas. Et comment ferons-nous pour les délivrer? Si tu peux traverser la rivière, ils seront délivrés. Et comment la traverse-t-on? Eh bien, par le pont de l'épée. Où est le pont? Quoi? Où est le pont? Aïe! Oula! Lâche-moi, j'entends plus rien! Effectivement! Remonte la rivière. Il remonte la rivière. Oh. Et bientôt, Lancelot voit le pont de l'épée, au tranchant effilé comme un rasoir. Attention! Ça coupe! Et comment traverserons-nous le pont? Aïe! Lancelot suspend le nain au-dessus de la lame géante. Lancelot! Et pitié de moi, je ne sais pas. Je ne dois pas le dire. Non, parle ou gare à ta barbe. Non. Écoute, il faut faire chanter le pont. Et je suis perdu. Et comment fait-on chanter le pont? Je ne sais pas. Alors c'est toi qui vas chanter. Non. Il faut le faire briller avec un petit chiffon de laine douce. C'est cela qu'il aime. Et où est le chiffon? Où est le chiffon? Là. Où? Sur ma bosse. Lancelot prend le chiffon sur la bosse du nain. Je suis perdu. Morgane me tuera. Écoute, nain. Tu as voulu te moquer de moi, hein? Mais je t'aime bien. Car je suis de l'autre pays aussi. Et si tu as dit vrai, je te promets qu'il ne t'arrivera rien. Tu iras trouver Madame Viviane de ma part, et elle te prendra sous le lac. Alors Lancelot pose à terre le nain, sans toutefois lui lâcher les oreilles. Alors? Prends ton chiffon. Prends ton chiffon. Et frotte. Fais-le toi-même. Frotte. Non, ne me pousse pas à bout, allons. Allez. Voilà. C'est bien. Alors? Écoute. Continue. Écoute. Tu entends? Le nain continue de pleurer, mais cette fois ce n'est plus de crainte ni de douleur, ce sont des larmes de joie qui ruissellent sur ses joues, tant lui plaît cette musique. Et de l'autre côté du torrent, dans l'île, les captifs ont entendu. Ils se demandent d'où vient cette musique si belle. En effet, le pont commence à briller. Tout du long, l'acier terni retrouve peu à peu son éclat. Bientôt, d'une rive à l'autre, il s'enveloppe d'une lumière plus dorée que l'aurore. Lancelot sent que son poids le quitte et qu'il est léger comme l'air. Alors il lâche le nain. Ne t'arrête pas. Si je meurs, tu mourras aussi, n'en doute pas. Oh, sire, si c'est possible,
Jamais je ne m'arrêterai. Lancelot s'engage sur le pont. Sans la moindre crainte, sans le moindre effort, il s'avance sur le gouffre. Et le fil de l'épée est plus doux à ses pieds qu'un tapis de haute laine. Ils ont vu, ceux de l'île. La reine a vu. Il vient vers elle. Il la serre à nouveau dans ses bras. Avant que de dire un mot, il la baise doucement sur les lèvres. Ami! Ami, je suis venu vous chercher! Venez! Qu'ils viennent! Tous! Qu'ils viennent tous! Et Lancelot s'en revient par le même chemin. À son bras s'avance la reine. Suivent les captifs, les morts de faim, les sans espoir, à 2 et 3 de front sur le pont de lumière. De leurs guenilles plus richement vêtus que jamais ne furent rois ou empereurs, en cortège magnifique. Ils sont passés. Dans l'île arrive Morgane avec ses chevaliers, pleins de rage. Venez, maudit soit-il.